J'ai voulu tester moi-même des choses et fabriquer mes propres objets. Sauf que pour fabriquer des livres, il faut aussi un contenu. Donc je pense que je suis un peu rentrée à l'envers dans le livre par le contenu. Et donc moi, je dessinais aussi. J'avais envie de faire des illustrations. Par contre, j'étais moins à l'aise avec le texte. Et c'est ce qui m'a amenée à m'intéresser aux albums sans texte. Donc je ne sais pas si vous en connaissez. Ça reste assez minoritaire parce que c'est des albums qui sont un petit peu difficiles pour les adultes, des albums qui sont un peu difficiles à amener aux enfants. Parce qu'ils, voilà, parce que ça demande une action du lecteur en fait. Comment faire passer l'histoire Voilà. Du coup, moi, j'ai eu envie de m'intéresser à ça. Et les premiers livres, alors, peut-être changer l'ordre de ce que j'avais prévu. Euh, donc, j'ai commencé par faire hop, des tout petits livres, des fanzines. Je ne sais pas si tout le monde est à l'aise avec ce mot. Des tout petits livres auto-édités, en fait, que je fabriquais en un très petit nombre d'exemplaires. Je me rappelle plus exactement, mais c'est une dizaine. Enfin, pour cela, par exemple, c'est une dizaine d'exemplaires, je pense, avec très peu de moyens. Donc là, c'est de la photocopie et il y a un collage qui est différent sur chaque couverture. Donc ces livres, je les vendais sur des festivals de micro-édition. Voilà. Donc il y a celui-ci. Et celui d'après. Alors tous les deux, c'est des livres qui ont été très rapides en fait, que j'ai fait un peu sous la contrainte, en utilisant une contrainte de temps. Parce que ce que je trouvais difficile, moi, pendant mes études, c'était de me fixer sur un projet et d'aller jusqu'au bout. Je sais que je commençais plein de choses et j'avais beaucoup de mal à mener mes projets jusqu'au bout. Donc de faire des tout petits objets comme ça, de dédramatiser un peu le rendu final, finalement, ça m'aidait à proposer des choses. Après, qui sont très perfectibles, hein. Donc ça, par exemple, c'est deux petits fanzines que j'ai créés à chaque fois. Alors le premier, c'était en une journée, je crois, et celui-ci, je crois que c'était une semaine, mais avant le festival de micro-édition où j'avais un stand Moi, j'ai une avec petite des amis. question. D'ici, j'hésite entre le crayonné ou la gravure. Ah, alors ça, c'est du crayon. Ok. Si j'avais fait en gravure, vu que la gravure, c'est une technique assez lente, assez longue, je pense que j'aurais passé plus de temps et ça aurait sûrement aussi changé le contenu parce que j'aurais été obligée de réfléchir un peu plus à mes images. La couverture, notamment, fait penser un peu à la gravure. Ah, par contre, la couverture est en sérigraphie. Voilà, parce qu'on avait monté avec des amis, en fait, ça c'était pendant mes études, c'était pendant mon master. On avait monté un atelier de sérigraphie associatif où, comme on avait très peu de moyens, on avait fabriqué tout ce qu'on pouvait fabriquer en fait. On n'avait pas acheté de table, on avait acheté des écrans, mais même on avait récupéré des écrans qu'on avait tendus nous-mêmes. Et moi, j'avais jamais fait de sérigraphie, donc je me suis lancée un petit peu là-dedans à l'aveugle. Et j'ai commencé à faire des livres avec cette technique d'impression que je trouvais très intéressante. Et j'ai fait ce livre-là, en fait, qui est vraiment mon premier livre. Euh, Ça, c'était dans le cadre de mes études aussi, en première année de master, avant de m'intéresser enfin, avant de travailler sur le livre sans texte. Je, j'ai voulu mener un projet de livre jusqu'au bout.
Et donc, il m'a fallu chercher un texte. C'est ce que je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Et moi, je savais pas trop ce que je pouvais utiliser. Déjà, je me posais beaucoup de questions par rapport aux droits d'auteur, justement. Et j'osais pas prendre n'importe quel texte parce que je me disais que si jamais j'arrivais à faire quelque chose qui me plaise et que j'avais envie de le présenter à des éditeurs, je savais pas trop comment ça fonctionnait. Donc j'avais peur que ça pose des problèmes de droit. Donc j'ai choisi de prendre un texte un conte qui a été écrit par mon grand-père, qui écrit des contes. Alors moi, je viens du sud de la France, je viens de Toulouse. Et j'ai un grand-père qui a écrit ou qui a remis à l'écrit, en fait, qui a adapté des contes qui étaient de tradition orale à la base, en occitan, qui ont été édités. Et donc j'ai choisi un de ces contes, un de ces textes pour essayer de l'illustrer et en faire un livre. Alors il faut savoir que la formation que j'ai suivie était très large et puis c'est vraiment un master de recherche. Donc on n'était pas très accompagnés dans le travail artistique, un petit peu, mais pas énormément. Donc j'ai fait ça un petit peu toute seule de mon côté. Donc j'en ai fait un livre que j'ai auto-édité en 115 exemplaires, ce qui est très peu, mais ce qui est beaucoup fabriqué à la main et façonné à la main, imprimé à la main. Donc oui. Est-ce que peut-être tu peux nous détailler un petit peu ces étapes de création du livre à la main? Tu parles de photocopie. Est-ce qu'il y a du pliage, il y a du découpage, il y a de la couture? Pour la fabrication, oui. Alors d'abord, plus pour la conception, j'ai fait ce qui se fait quand on illustre un texte dans l'édition classique, dans l'édition courante aussi. C'est-à-dire que j'ai pris le texte, j'ai procédé au découpage du texte en essayant de trouver un rythme. Et puis alors ça commence à remonter, mais je pense que je me posais déjà la question aussi du nombre de pages pour que ce soit réalisable. Ensuite, j'ai fait mes illustrations. Alors ça, c'était un petit peu une frustration déjà au moment où je l'ai fait. C'est que j'avais pas beaucoup de temps parce que ce livre, c'était un projet d'études, donc il fallait que j'ai terminé pour... moi, j'avais raté la session de juin, donc ça a été pour septembre, mais j'avais une deadline. Et donc, j'ai pas beaucoup passé de temps sur mes images, en fait, finalement. Les images, elles sont venues assez vite, j'y ai réfléchi, mais pas énormément. Donc, j'ai jamais été entièrement satisfaite des images. Mais c'est pas grave, l'idée, c'était vraiment d'aller jusqu'au bout du livre. Donc voilà, j'ai découpé le texte. Ensuite, j'ai fait mes images. Il faut savoir que la sérigraphie, c'est un mode d'impression qui s'effectue couleur par couleur. Donc là, j'ai utilisé comme 2 calques en fait. Un calque j'ai choisi 2 couleurs, le noir et le rouge. J'avais un calque avec la partie de l'image qui était en noir et un calque avec la partie de l'image qui était en rouge. Ensuite, j'ai imprimé mon livre sur des plus grandes feuilles. Ensuite, j'ai fabriqué des cahiers. En fait, j'ai refait le travail. C'est un travail qui se fait à plus grosse échelle dans l'industrie. Hein. C'est la même chose. Donc là, dans le livre, j'ai 3 cahiers. Alors j'aurais bien aimé l'amener en papier parce que c'est important de voir, mais malheureusement, je ne l'avais pas amené en résidence. Donc j'ai pas pu le récupérer. Donc là, j'ai 3 cahiers que j'ai cousus, puis assemblés ensemble. Et ensuite, j'ai collé la couverture. Je ne sais pas si c'était ça la question. Voilà, donc il n'y a que le texte qui n'est pas sérigraphié parce que j'avais peur qu'il y ait C'était quand même un atelier très artisanal, donc c'était pas forcément très précis. Et donc j'ai préféré le photocopier pour être sûr que ça reste lisible. Voilà, par contre, il est écrit à la main parce que l'idée, en fait, là, de la première partie de mon master, c'était de voir si c'était possible d'arriver à faire un livre entièrement sans ordinateur. Donc d'où les choix de ces techniques d'impression. Et puis je l'avais accompagné d'une affiche avec la traduction française quand même, parce que je trouvais ça intéressant. Vu que le texte était en occitan, je trouvais ça intéressant de le laisser en occitan, de ne pas forcément l'accompagner directement de la traduction, mais je trouvais ça intéressant aussi qu'il y ait un accès possible à la traduction
mais j'ai choisi de le faire à part. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et ensuite, voilà, quand je me suis intéressée d'un peu plus près à l'album sans texte, donc c'était toujours parce que moi je pense que depuis le départ j'avais envie aussi de raconter des histoires, c'est juste que je ne savais pas vraiment comment le faire. Je ne me faisais pas du tout confiance sur le texte parce que moi à la base j'ai pas de formation littéraire et pour moi c'était très éloigné. Pour moi c'était quelque chose qui était un peu... qui était trop éloigné en fait de moi. Je rebondis sur ce que tu dis une petite seconde et demie. Moi, c'est l'inverse, c'est le fait d'avoir une formation littéraire qui m'a longtemps bloquée pour écrire. Ah, donc, comme quoi. Après, je pense que c'est des perceptions aussi, c'est des idées qu'on se fait en fait. Se faire confiance avant tout. Voilà. Mais c'est pas toujours facile. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais donc, le fait de m'intéresser à des livres sans texte, ça m'a ouvert d'autres portes en fait, parce que je me suis rendu compte pendant que j'ai fait ce mémoire que le fait d'éliminer le texte, en fait, il y a beaucoup de choses dans l'objet livre qui sont liées à... alors, je ne sais pas si je vais réussir à m'exprimer correctement, qui sont liées à la lecture du texte. Par exemple, la lecture du texte, elle est souvent linéaire. On est obligé de lire dans l'ordre, par exemple, un texte. Sauf si, voilà. Sauf si on crée un texte spécialement en pensant ça. Mais si on prend un texte qui existe déjà et qu'on le met dans un livre, on va être obligé de feuilleter les pages les unes après les autres dans l'ordre. Et avec l'image, c'est un petit peu différent. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez tous, moi il y a un travail que j'aime beaucoup, qui est le travail de Blex Bolex, qui a fait des imagiers. Alors moi j'avais assisté à une rencontre avec lui où il expliquait son travail. Et à la première lecture, en fait, on feuillette, on a l'impression que c'est un imagier presque classique, avec plein d'images, plein de choses qui sont présentées. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des interactions entre les images. Et il y a des choses il y a des histoires, en fait, il y a des micro-histoires qui sont racontées dans plusieurs de ces images, et des images qui ne sont pas forcément placées les unes à côté des autres. Il y a l'histoire des deux images qui sont placées côte à côte. Le fait que ces deux images soient placées côte à côte, ça crée du sens, ça fabrique une histoire. Mais il y a aussi des histoires en fait, qui se passent. Par exemple, on peut retrouver un petit personnage qu'on n'avait pas forcément remarqué ou un petit détail qu'on n'avait pas remarqué sur une image antérieure qui va revenir sur une autre image avec quelque chose un petit peu décalé. Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte, parce que moi j'ai bien les images en tête. Et donc tout ça, c'est des choses qui ne sont pas forcément possibles avec le texte, ou pas directement en tout cas. Donc ça permet, pour moi ce qui était intéressant, c'était de me dire que ça pouvait permettre de renouveler un peu, ou de re-questionner la forme du livre. Il y a le travail de Katsumi Komagata aussi, je ne sais pas si tout le monde connaît, je n'ai pas apporté d'image, qui fait des petits livres sans texte aussi, même quelquefois ça ressemble presque à des cartes, parce que c'est tout petit, il n'y a pas forcément beaucoup de pages. Donc voilà, qui explore un petit peu ces champs-là, et moi c'est des choses qui m'intéressent. Donc ça c'est un livre qui s'appelle Mensonge. Voilà, j'ai pas retrouvé non plus d'image. C'est un livre qui a une couverture comme ça et qui se déplie avec des pages. En fait, c'est un livre accordéon qui se lit dans l'autre sens, à l'horizontale, avec des pages qui vont d'une page plus petite à une page plus grande. En fait, derrière, à chaque fois qu'on soulève qu'on tourne une page, on découvre, l'image change. Je suis désolée, j'ai l'impression de... Et à la fin, quand on déplie, on a une autre image qui apparaît en fait. Une image entière qui apparaît. Donc ça, c'est pour obliger un peu pour donner envie de tourner la page, d'aller voir qu'est-ce qui peut se passer derrière la première image. Mais bon, ça aurait été mieux avec le livre. Ensuite, ça c'est un autre travail toujours en micro-édition que j'ai réalisé avec une amie en fait qui est illustratrice aussi. Alors à ce moment-là, moi j'étais à Toulouse et elle habitait à Paris.
Donc on pouvait pas se voir, on avait envie de travailler ensemble, mais on pouvait pas se voir directement. Donc on a entamé une correspondance dessinée sous la forme d'un cadavre exquis. On a chacune, en fait, on a choisi une technique. Alors ça, c'est la photo du livre final. Moi, j'avais choisi de travailler en découpage, en papier découpé, et elle travaillait à la plume, au pinceau et à l'encre. Et donc, moi, j'ai commencé à faire une image. C'était l'image de la maison. Voilà. Je lui ai envoyé l'image. Elle a continué l'image en rajoutant un toit, une cheminée, une fumée, etc. En fait, jusqu'à former une petite histoire, une petite narration. Et il y a un moment où on s'est dit qu'il fallait s'arrêter. Et du coup, voilà, on a voulu en faire une édition. On a choisi chacune une couleur. Et on a choisi de... Alors là, ça se voit pas très bien, je suis désolée, j'ai pas retrouvé non plus les photos originales. Mais en fait, quand on a fait cette correspondance, on avait accompagné notre image d'un mot. Et au départ, on s'était dit qu'à la fin, on écrirait une histoire à partir des images qui pouvaient s'éloigner des mots de base. Et puis moi, j'étais en train de faire mon mémoire sur l'album sans texte et sur tout ce que ça pouvait amener comme autre forme de narration. Et je me suis dit qu'en fait, c'était peut-être pas la peine de repartir sur un texte traditionnel, enfin sur un texte qui allait illustrer l'image. Là, pour le coup, ça aurait été l'inverse. Et je trouvais ça intéressant de juste remettre les mots pour donner des clés de lecture au lecteur. Et finalement, ça fonctionne comme quand on lit des images. Là, en lisant ces images, le lecteur peut interpréter et fabriquer ses propres histoires. Et il nous a semblé qu'avec les mots, ça pouvait fonctionner de la même manière, en fait. Si on juxtapose deux mots, on peut commencer à se raconter une histoire. Donc voilà, ça c'est de l'édition un peu expérimentale aussi, c'était en sérigraphie. Et ensuite, dans les livres que j'ai réalisés toute seule aussi, c'était aussi une manière d'avoir un support pour montrer mon travail, en fait, et une motivation. Parce que moi, j'ai du mal à faire des dessins. Je ne suis pas quelqu'un qui dessine tout le temps, qui a envie de faire des dessins sur des carnets. Moi, j'ai beaucoup de mal. J'ai jamais réussi à faire un carnet de croquis, carnet de dessin. Par contre, j'aime dessiner quand j'ai un but, en fait. Dessiner soit pour dire quelque chose et surtout en pensant au support, en pensant à quoi ça va servir. Donc là, je me suis posé la question à un moment de savoir si c'était possible de faire des images et au-delà de faire des livres sans encre. Alors c'était peut-être parce que je me posais beaucoup de questions sur les modes d'impression et que j'étais un petit peu fascinée par le papier, le toucher et le blanc du papier. Parce que moi j'ai remarqué que quand... Enfin, moi, je sais que je suis très sensible à l'aspect tactile des livres. Quand je choisis un livre, j'ai beaucoup de mal à... Si je suis à la bibliothèque, par exemple, ou en librairie, j'ai beaucoup de mal à ouvrir un livre si au toucher, il ne m'a pas plu. Et j'ai l'impression que les enfants sont particulièrement sensibles à ça aussi. Peut-être qu'on s'en détache un peu quand on est adulte parce qu'on a plus l'idée d'aller chercher un contenu. Mais les enfants touchent beaucoup les livres. Et je trouve que c'est intéressant. Donc là, j'ai réalisé une série d'illustrations et un livre pêle-mêle, donc avec plusieurs parties de portraits interchangeables, en faisant des dessins, en perforant du papier, en fait. Et moi, ce que j'ai gardé... Au départ, ce qui m'intéressait, c'était vraiment le fait que ce soit perforé. Puis je me suis rendu compte que quand on perforait du papier avec une aiguille, ça crée un petit relief de l'autre côté. Et moi, c'est ce côté-là que j'ai gardé, en fait. Enfin, quand on tourne la page, bien sûr, on voit les deux côtés. Mais le côté que j'ai mis en avant, c'était le côté du relief. Parce que je trouvais ça intéressant aussi de pouvoir toucher les images. Donc voilà, ça c'est c'est plus... Pour le coup, c'est un livre qui m'a pris énormément de temps à faire, parce que c'est des images. Il faut faire tous les petits trous un par un.
Donc ça, c'est des livres, j'ai dû en faire 4 ou 5 qui ont été achetés par des médiathèques. Voilà, en tant que livre d'artiste. C'est une question sur l'accessibilité. J'ai vu que le titre était écrit en braille. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors ça, du coup, c'est parce que forcément, le rapport au toucher et puis les petits points en relief, ça m'a ramené au braille, en fait, et à l'accessibilité aux non-voyants ou aux malvoyants. Donc au début, je me suis vraiment intéressée à ça et je me suis dit, parce que moi, enfin, j'ai une formation, je suis vraiment très sensible à l'image et je me suis posé la question, je me suis dit comment les gens qui ne voient pas ou qui voient très mal, est-ce qu'ils sont vraiment privés de ça ou est-ce qu'il y a une autre manière en fait d'avoir accès à l'image, parce que l'image elle est aussi dans la tête, donc je me suis demandé comment ces personnes-là voyaient. Et je me suis un petit peu intéressée aux livres. Il y a des maisons d'édition qui font des livres illustrés à toucher pour les malvoyants ou les personnes non-voyantes. Donc au début, oui, je me suis dit, oui, peut-être que c'est une manière de pouvoir montrer mon travail à des personnes qui ont ce handicap-là. Et puis en discutant avec les personnes qui travaillent vraiment là-dessus et qui ont plus creusé la question, en fait, je me suis rendu compte que c'était une question beaucoup plus complexe et que c'est des modes... je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, mais c'est des... Pour les images, en tout cas, une personne non-voyante ne va pas forcément détecter un portrait si elle touche un portrait en relief. Moi, on m'avait donné l'image du bus qui m'était resté. Alors, je vais peut-être dire des bêtises, mais l'idée qui m'est restée, c'est que la personne m'avait dit que pour une personne non-voyante, en fait, le bus c'était représenté par des rectangles qui représentaient les marches, en fait, les marches du bus. Et ensuite, alors peut-être c'était un rectangle plus grand ou je sais pas. C'était vraiment par rapport à l'espace, en fait, une visualisation de l'espace et de l'expérience finalement tactile, même si c'est avec la marche. Donc c'est d'autres modes de représentation. Mais moi, oui, j'avais écrit le titre en braille dans cette idée-là, mais malheureusement, je pense que ça ne marche pas. Ça reste une expérience sensorielle du bout des doigts et de regarder l'image autrement, quoi. C'est quand même un accès au livre, même si qui est peut-être malheureusement limité. Mais j'étais très intriguée quand Sophie m'avait parlé de dessiner ou de faire des images sans encre. Voilà, ça y est, j'ai compris. C'est vrai qu'effectivement, je n'avais pas pensé à ça. Il fallait avoir l'idée de faire des petits trous dans des feuilles pour laisser une impression. Ça me fait penser aussi au... Après, il y a le gaufrage. Je sais oui, oui. Ou à ces choses qui prennent l'empreinte de la main là, avec les petits clous. Ça reste. Ah oui. Mais... Enfin, je me demande aussi, là, par rapport au travail, quand on parlait du numérique ou qu'on peut rajouter des calques, des fois quand on travaille sur un calque, puis un deuxième, puis un troisième, là, on a sa feuille, si ça part mal, ça part mal. Là, si c'est les 4 derniers points, c'est vigieux. Voilà. Quoi. Si ça part mal, c'est pas grave, parce qu'on peut recommencer. Si c'est à la fin... ça m'est arrivé, en fait, que ça se déchire et donc là, il y a plus une dimension d'artisanat, finalement, où on apprend un geste et où on apprend petit à petit. C'est de l'expérimentation, et puis petit à petit, en fait, on apprend à maîtriser une technique. Mais il y a toujours, il y a toujours une part d'erreur possible. Et moi, c'est ça que j'aime bien aussi. Mais je pense que c'est des choses que j'ai réutilisées dans mon travail après aussi, qui se retrouvent un peu plus tard. Mais oui, la part du hasard, elle est importante aussi. Donc voilà, tout à l'heure, je vous ai montré le premier livre que j'avais fait en sérigraphie, qui était à partir d'un texte en occitan.
Donc, moi, j'ai pu expérimenter avec ce livre un petit peu tout, à toute petite échelle, mais les métiers de la chaîne du livre. Donc, bon, pas, là, pour le coup, j'étais pas auteure, mais j'étais illustratrice, éditrice, on peut dire. Et c'est moi qui diffusais mon livre aussi, imprimeur, façonnier. Et puis c'est moi qui diffusais mon livre aussi après. Donc même si 115 exemplaires, c'est très peu par rapport à l'édition traditionnelle. 115 exemplaires, ben, pour les vendre, c'est pas forcément si évident que ça. Donc j'ai été invitée sur quelques salons du livre. En plus, c'est assez particulier parce que un livre en occitan, c'était assez difficile de réunir un public qui soit intéressé par ce type de livre et par l'occitan, ou en tout cas pas, même si c'est pas intéressé par l'occitan, pas allergique, parce que c'est quand même bah, acheter un livre, enfin un conte dans une langue qu'on connaît pas, c'est pas forcément évident. Et donc, quand j'ai fait ces salons du livre, j'ai aussi rencontré des auteurs et des éditeurs qui éditent des livres en occitan. Et il se trouve que il y a de plus en plus d'écoles bilingues qui ouvrent, où les enfants apprennent à parler occitan. En fait, je crois qu'ils ont souvent ils ont la moitié de l'enseignement en français, la moitié en occitan. Et il y a encore très peu d'albums jeunesse qui sont édités en occitan. Donc il y a quelques traductions, il y a des albums, il y a des droits qui sont achetés pour traduire les livres en occitan. Et puis souvent, les enseignants, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent des livres en français et ils font eux-mêmes, ils bricolent eux-mêmes une traduction qu'ils collent sur le livre. Alors ça, je l'ai vu aussi parce que bah, j'ai un grand-père qui écrit en occitan, mais j'ai une mère aussi qui était enseignante et qui a enseigné en école bilingue. Donc je l'ai vu faire et j'ai vu la problématique. Donc j'ai rencontré, là j'ai travaillé avec un éditeur qui éditait des livres en langue occitane, mais il éditait plutôt de la poésie. Alors c'est quelqu'un qui avait quand même une sensibilité pour l'objet livre, qui faisait des livres assez beaux, qui étaient sensibles au papier, au format, à ces questions-là, mais qui n'avait jamais fait d'album pour la jeunesse et qui ne connaissait rien à l'édition jeunesse. Donc j'ai trouvé ça intéressant de travailler avec lui parce que bah, tout était ouvert en fait. Donc on a travaillé ensemble. Il m'a demandé d'illustrer. Alors le premier c'était Le Petit Chaperon Rouge. Donc c'est un conte qu'on connaît bien. Et là ce qui était intéressant c'est qu'on a travaillé ensemble. En fait on a réfléchi ensemble à un format, au choix du papier. Et c'est vrai que ce qui était... Enfin moi ce que j'avais pu voir jusque-là de livres édités en occitan, c'était souvent des gens qui ne connaissaient pas bien l'édition, qui n'avaient pas le budget non plus pour faire appel à des graphistes par exemple, et qui faisaient un peu ça sur le tas. Et donc ce qu'on leur proposait en fait comme objet peu coûteux, parce que c'est vrai que c'est aussi une très petite diffusion, et donc c'est très difficile pour eux ne serait-ce que d'arriver à ne pas faire de livres à perte en fait. Et donc je pense que ce que les imprimeurs leur proposaient, c'était vraiment la base, et c'était souvent des livres pelliculés brillants, avec un papier couché brillant, et c'était toujours le même. Il n'y avait jamais de réflexion qui était faite par rapport au choix du papier ou du format. C'était vrai. Je pense que c'est souvent des choix par défaut, des choix qui n'en sont pas en fait. Et donc là, on a fait des albums assez grands. Alors je me rappelle plus du format, mais ils sont à peu près comme ça. Alors ça n'a rien de révolutionnaire, hein, mais par rapport aux albums qui sont édités en occitan, je pense que c'est des albums qui se remarquent un petit peu. Et ce qui était intéressant avec le travail sur Le Petit Chaperon Rouge, c'est que bah déjà c'était un conte assez court. Donc là, l'idée, j'ai l'impression que souvent la contrainte qu'on peut avoir, c'est de faire un livre de réduire le nombre de pages pour des contraintes de coût.
Et là, moi, ce qu'il m'a demandé, c'était au contraire d'augmenter un peu le nombre de pages pour qu'il y ait suffisamment de pages pour faire un album. Donc ça, c'était assez intéressant pour le travail de l'image. Et donc j'ai pu travailler en dessin. Donc là aussi, j'ai procédé au découpage du texte. Et je me suis permis d'introduire en fait des respirations de double page sans texte parce que j'avais travaillé là-dessus et que je trouve ça intéressant en fait même dans les livres où on a du texte et même quand on fait un travail d'illustration sur un autre texte d'amener une autre porte d'entrée finalement d'augmenter un petit peu le texte oui. C'est pour introduire un rythme, ouais, des respirations, des moments où ça s'accélère. Et donc là, j'avais envie de vous montrer ces pages-là, parce que comme je pouvais quand même m'étaler un petit peu, là par exemple j'ai utilisé 4 pages au moment de la rencontre entre le petit chaperon rouge et le loup. La première rencontre, j'ai fait une première illustration avec le petit chaperon rouge de dos. Et quand on tourne la page, alors là encore une fois, je suis désolée de ne pas vous avoir amené le livre parce que ça prend tout son sens quand on manipule le livre papier. Quand on retourne le livre, en fait, c'est comme si on retournait le personnage et on voit l'autre côté. On se retrouve face aux deux personnages et ensuite, quand on retourne la page du loup, c'est la même chose en fait. Et on change de point de vue. Donc ça, c'est vraiment le format papier du livre qui m'a donné l'idée de faire tout ça. Ça aurait été un autre support, j'aurais jamais fait ces illustrations-là. J'aurais fait autre chose. Là, c'est pareil. Oh. Une question? Non? Ah oui, pardon. Comme ça, c'est mieux? J'ai pas l'habitude de parler avec un micro. Il faut pas hésiter à le dire, hein, si. Donc ici c'est un petit peu pareil, je me suis amusée en fait avec le loup qui rentre dans la maison. Donc on ne s'en rend pas forcément compte ici, mais en fait au milieu de cette double page on a la reliure. Et quand on tourne la page en fait c'est comme si le loup traversait la reliure, traversait une page et ressortait de l'autre côté. Et ensuite ici aussi on a un autre jeu du même genre avec la couverture en fait, où on a le loup... la grand-mère qui se retrouve au lit avec le petit chaperon rouge. Et quand on soulève la couverture, en fait, on voit ce qui se passe dessous. C'est vraiment comme si on soulevait une couverture. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui ont été possibles grâce à l'objet, finalement, en fait. C'est l'objet qui m'a fait penser à mes illustrations. Ensuite, le second livre que j'ai fait avec le même éditeur, c'est celui-là. Donc en français, ça s'appelle Le Roi des Corbeaux. Alors là, c'était un petit peu plus compliqué parce que c'était un texte qui était beaucoup plus long et que je ne connaissais pas. Donc il a fallu... Alors moi, dans ce cas-là, je travaille... Alors je parlais occitan quand j'étais petite. J'anticipe parce qu'on me pose souvent la question. Mais j'ai arrêté de le parler à l'adolescence et maintenant pour moi j'arrive à le comprendre quand je le vois écrit, mais c'est pas une compréhension fine, donc je travaille quand même à partir des textes en français, des traductions françaises. Et donc pour celui-là en fait j'ai eu quand même beaucoup moins de liberté parce que j'ai eu moins de temps pour m'approprier le texte et puis que tout simplement il y avait beaucoup plus de texte à mettre en page. Mais j'ai quand même gardé le principe de temps en temps, voilà, des doubles pages de respiration sans texte, parce que justement je trouvais que le texte était long et peut-être un petit peu complexe aussi. Donc je crois qu'il y a 2 ou 3 images comme ça qui viennent interrompre, qui viennent faire respirer un petit peu. Et alors là, je sais pas... Mais n'hésitez pas à me dire si je passe trop de temps sur certaines choses ou pas assez sur d'autres. Parce que là, je peux peut-être vous parler de la technique d'illustration que j'ai utilisée pour ce livre. Parce qu'en fait, sur tous ces livres, j'ai cherché
À chaque fois, c'est des techniques différentes. Parce que je pense que j'étais jamais satisfaite vraiment. J'ai beaucoup cherché. Et je pense que j'ai passé beaucoup de temps à chercher en fait un moyen qui me permette de placer des textures. En fait, moi, j'ai fait beaucoup de recherches de matière, de textures, j'aime bien ça. Et l'idée, c'est d'arriver à placer des textures dans des formes. Alors, dit comme ça, je ne sais pas si c'est très évident. Donc, j'ai testé plusieurs manières de faire. Par exemple, pour le petit chaperon rouge, j'ai fait des dessins indépendants, par exemple, pour la forêt. J'ai dessiné des arbres dans un carnet. Alors, j'ai utilisé de l'aquarelle et du fusain. Et puis après, j'ai procédé à une sorte de collage numérique, en fait. J'ai détouré chaque dessin et je l'ai placé. Ça me permettait un peu de tâtonner sur la mise en page parce que moi, j'étais pas j'étais pas très à l'aise avec ça, justement, avec les mises en page. Et du coup, ça me permettait de pouvoir être plus flexible, en fait, et de tester des choses. Là, pour ce livre-là, j'ai plus réfléchi mes dessins en amont. Et j'ai utilisé une technique, en fait, c'est comme si j'avais fait... en fait, finalement, c'est un petit peu comme en sérigraphie. J'ai travaillé avec des calques, vraiment sur des calques. Et sur chaque calque, en fait, j'avais... c'était assez compliqué parce que j'avais pensé mes images en amont, mais j'avais pas vraiment très bien réfléchi, donc j'ai fait pas mal de bricolage autour de ça. Normalement, l'idéal, si j'avais bien réfléchi avant, ça aurait été un calque par couleur. Pour superposer les calques, en fait, ce qu'on peut faire avec l'ordinateur, c'est d'avoir des calques en noir et blanc et de mettre une couleur sur chaque calque. Et quand on superpose, ensuite, ça superpose les images, un petit peu comme quand on imprime une couleur après l'autre. Donc là, c'était un peu l'idée, mais c'était avec beaucoup de bricolage. Et puis moi, en fait, je ne suis pas très patiente. Je crois que j'ai un peu de mal avec l'outil numérique, que je trouve très intéressant. Je trouve que ça permet beaucoup de flexibilité, mais moi, je ne sais pas. Dès que je travaille l'image à travers l'écran, je me sens un peu éloignée je me sens un petit peu éloignée de l'image et de ce que je fais. Et j'ai un peu de mal, en fait, à être aussi attentive que quand je travaille sur le papier. Mais je pense que c'est très personnel et que c'est à chacun de trouver. Donc voilà, là j'ai cherché. Ça m'a permis aussi de faire des recherches sur les couleurs, par exemple, là, de travailler en noir et blanc et de travailler la couleur à l'ordinateur. Ça m'a permis de pouvoir tâtonner sur les couleurs, de pouvoir changer les couleurs beaucoup plus facilement. Voilà. Et ensuite, j'ai fait un troisième album du même format avec le même éditeur. Bon, là, c'était encore un compte de mon grand-père, parce qu'il travaille aussi avec cet éditeur-là. Et donc là, c'était un moment où j'ai commencé où je me suis... En fait, le fait de travailler sur des comptes traditionnels, c'était pas du tout le genre d'image vers lesquelles j'avais envie d'aller spontanément, moi. C'était quand même assez contraint. On a toujours, par exemple, celui d'avant, c'était un prince, une princesse. Là, pour celui-là, on a des animaux de la ferme. Ça, c'est un peu une sorte de version des musiciens de Brême, en fait. Et donc, ça m'a obligée, en fait, d'aller, comme je voulais quand même me motiver pour travailler sur ces projets, je suis allée chercher, je suis beaucoup allée en bibliothèque pour voir en fait des exemples, pour voir comment d'autres illustrateurs avaient illustré ces contes ou ce type de contes. Et ça m'a permis de remonter jusqu'à des albums édités par le Père Castor entre les années 30 et 50, je pense. Et de tomber sur des illustrateurs et des illustratrices comme Nathalie Parrain ou Hélène Gertic, dont j'ai vraiment adoré le travail. Et en observant leurs images, en fait, je me suis posé beaucoup de questions et je me suis demandé comment elles avaient fait. Et moi, ce que j'aimais beaucoup
dans ce type d'illustration, c'est les blancs de réserve en fait qui sont laissés, la manière dont les blancs sont utilisés dans les images. Et c'est quelque chose que j'avais beaucoup de mal à faire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur les 2 précédents, par exemple, il y a très peu de blancs. J'avais tendance à tout remplir, tout remplir, tout remplir. Et ça me fascinait. Et j'avais envie de trouver un moyen de laisser plus de blanc, en fait, d'apprivoiser le blanc du papier. Et donc, j'ai une évidence qui m'est venue en tête après toutes les recherches de bricolage que j'avais faites. Je me suis dit que, en fait, si je voulais tester des matières dans des formes, il fallait peut-être que je fabrique des pochoirs. En fait, maintenant, ça me paraît évident, mais je pense que j'y ai pensé plein de fois avant, mais que j'avais l'impression que ça serait trop compliqué de faire tout un livre avec ça, parce que fabriquer des pochoirs, c'est quand même assez long. Il faut découper et je pense que j'avais pas le courage, en fait je me décourageais et pas confiance aussi. Encore une fois la question de la confiance. Et donc là j'ai beaucoup regardé ces images et je me suis dit bon là je vais vraiment essayer pour voir ce que ça donne. Et donc ce livre-là, c'est le premier que j'ai fait entièrement au pochoir, à la main. Donc là, c'est un conte un petit peu plus court que le précédent. Ah oui, la question du temps, elle est intéressante parce que du coup, c'est une technique qui est... j'étais contrainte. En fait, au départ, j'étais contrainte parce que j'étais pressée. J'étais très pressée d'avoir un résultat, d'avoir quelque chose à montrer parce que c'est vrai qu'on a plein de choses dans la tête et que c'est assez difficile. Moi, j'ai fait l'expérience d'aller montrer mon travail, par exemple, à des éditeurs sur le salon de Montreuil. Et en fait, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre qu'il y avait un énorme décalage entre moi, ce que j'avais dans la tête, ce que j'avais envie de faire et ce que je leur montrais. Parce que moi, je montrais des choses qui étaient faites, justement, j'avais toujours peur de... Je me donnais pas forcément les moyens de faire ce que j'avais envie de faire. Pas le temps, pas les moyens. Et donc, dans ce que je montrais, il y avait une énorme différence, un énorme décalage avec ce que j'avais dans la tête. Et donc, je pense que ça m'a pris aussi beaucoup de temps d'arriver à avoir des choses à montrer, des images notamment, à montrer qui correspondent à ce que j'avais envie de faire et à ce que j'avais vraiment dans la tête. Donc ça déjà pour le temps. Donc j'ai fait mon premier livre en tant qu'auteur aussi. On y viendra après, parce que c'était vraiment ça que j'avais envie de faire depuis le départ. Même si ça, c'est tout un chemin qui m'a amené vers ça. Et c'est des choses qui sont très intéressantes et qui m'ont nourrie. Mais ce n'était pas le but initial. Donc ça m'a pris déjà beaucoup de temps pour arriver à ça. Et après, plus concrètement, en fait, pour faire un livre... Alors moi, pour parvenir à faire mon premier livre qui, je pense, me ressemble vraiment, du coup, ça se chiffre en années parce que je pense que moi, ce que j'ai dans la tête, ça évolue, mais ça n'a pas énormément bougé depuis que j'ai commencé. Je sais pas, ça fait peut-être 5-6 ans. Par contre, je sais plus. Mais par contre, oui, sinon plus concrètement, le travail sur un livre, moi ça me prend à peu près 1 an de faire un livre. Donc tout à l'heure, quand tu parlais de 3 mois pour tout, à plusieurs, c'est vrai. Je trouvais ça très très court. Oui, eh ben oui. Après, ça peut être plus, ça peut être moins, mais donc voilà, ça dépend du projet aussi. Donc là, c'était que des images. Donc après, je ne sais pas si vous voulez que je rentre plus en détail sur cette technique-là qui m'a accompagnée après, qui m'accompagne encore. Parce que je dis la technique pour le pochoir, mais je ne suis pas vraiment convaincue. En fait, je ne pense pas que ce soit vraiment une technique, le pochoir. Je pense que c'est surtout un moyen. Pour moi, c'est un moyen de pouvoir peindre, parce que j'ai essayé aussi la peinture, mais moi, j'ai pas du tout de formation et je suis pas du tout intuitive. J'ai l'impression que j'ai pas beaucoup d'intuition. Donc moi, j'ai toujours...
Ça a toujours été laborieux pour moi d'essayer de peindre. Parce que quand je peins, ça fait jamais des bornettes, en fait. J'arrive jamais à faire... vraiment, j'ai toujours l'impression que c'est très brouillon, c'est très confus. Donc le pochoir, ça me donne un cadre, en fait. Et puis ça me permet de prendre du temps aussi pour réfléchir à mon image, en amont. Pour réfléchir au cadrage, pour réfléchir à plein de choses. Sinon, j'ai l'impression que... comme pour moi, c'est pas très intuitif. Si je me lance directement dans quelque chose, le cadrage il va être un peu bancal. En tout cas pour l'instant. Après, je pense qu'à force de faire, on apprend aussi, et c'est ça qui est bien. Mais donc le pochoir, voilà, c'est juste un moyen. Et après, la technique, là, pour moi, je ne sais pas si vous voyez qu'il y a souvent des petits points dans mes images. Ça, c'est parce que je travaille à la gouache avec des rouleaux en mousse, les mêmes que les enfants. Et quand on utilise le rouleau, en fait, on s'aperçoit vite que s'il y a beaucoup de peinture dans le rouleau, ça fait des aplats. Et si on a moins de peinture ou que la peinture est un peu séchée, ou si on appuie moins, ça imprime, en fait, ça vient imprimer les petits points de la mousse. Et donc, moi, cette texture-là m'intéresse beaucoup. Parce que, par exemple, là, ça se voit sur l'arbre du milieu. On peut insister sur certaines parties du pochoir et faire un effet de volume ou faire des effets de matière. Mais voilà, moi ce que je trouve intéressant avec le pochoir, c'est que je ne suis pas obligée de faire tous mes livres. Là pour l'instant, par exemple pour ce livre-là, j'ai vraiment utilisé comme en imprimerie. Mon pochoir, c'était comme en sérigraphie, mon écran de sérigraphie. Une fois que je l'avais, j'imprimais. Et même s'il y a un geste qui va changer des choses, en fait, qui va changer, il y a plus ou moins de peinture à certains endroits, ça reste un travail d'impression d'image. Et petit à petit, là, j'essaie d'expérimenter d'autres choses pour l'utiliser un peu différemment, pour vraiment garder, je sais pas, pour trouver d'autres textures en fait dans la forme. Je sais pas si c'est si c'est très clair, mais Ça veut dire quoi en fait quand tu parles vraiment là de pochoir et de passer comme à la sérigraphie? Est-ce que tu fais déjà tout ton marron sur ta feuille? Ou est-ce que tu fais vraiment par exemple déjà le pochoir du chien? Combien il y a de pochoirs dans le chien? Alors non, au départ, je faisais des petits éléments comme ça, je faisais chaque élément. Et en fait, c'était très très long et très très contraignant. Parce qu'il faut penser, alors si on fait le pochoir du chien par exemple, comme il y a un fond, il faut penser aussi qu'il faut garder la forme du chien pour pas qu'il y ait de vert sous le chien, pour pas que ça se mélange avec... Bon là c'est du noir, alors c'est pas très grave, mais par exemple avec le marron. Mais ça peut pas être la contreforme du noir, parce que... je sais pas si... J'ai peur de vous perdre, mais... parce que dans le noir, en fait, on a toutes les parties qui sont en marron, elles ne sont pas dans le pochoir noir. Donc en fait, petit à petit, en fait, j'en suis venue à vraiment imaginer... en fait, d'abord, je fais mon dessin au crayon. Alors je sais pas, ça va peut-être aider, je sais pas si vous allez voir, mais j'en ai amené pour vous montrer. Je fais d'abord mon dessin au crayon, en fait, au crayon à papier, où je place tous mes éléments. Et ensuite, dans mes carnets de croquis, j'ai des images. Bon, du coup, je fais des bons. Dans mes carnets de croquis, en fait, je redessine mes images en tout petit, en petites vignettes, et je fais des essais pour les couleurs, pour décider à l'avance de où vont être mes couleurs, en fait, quelles couleurs je vais utiliser. Par exemple, voilà, je fais des petites vignettes comme ça, où je peux faire des tests de couleurs. Et une fois que j'ai trouvé et que je sais à peu près où je vais, je fabrique un pochoir par couleur. Alors quelquefois c'est un pochoir par couleur, quelquefois c'est plus, parce que quand j'ai à côté un marron par exemple, un marron foncé et un marron plus clair, je suis obligée d'avoir deux pochoirs, parce que je vais passer une fois en appuyant et en mettant beaucoup de peinture et une autre fois en appuyant moins. Donc dans mes images, il peut facilement y avoir, je sais pas moi, facilement 6-7 pochoirs différents pour une image. Alors pas la même page du coup.
Je ne sais pas si vous allez voir de loin. Hop. J'ai amené pour une image. Là, c'est mon dessin initial au crayon. Et ensuite, bon, là, j'ai déjà peint dedans, donc... Alors, je fabrique mes pochoirs sur du plastique transparent, comme ça, je peux voir... Comme je dois superposer les couleurs, je peux voir exactement où je vais peindre et où je vais placer mon image. Donc voilà, là, c'était un jaune ocre. Et je commence toujours par peindre... alors, c'est peut-être un détail, hein, mais... les couleurs les plus claires, parce que quelquefois, en fait, avec le pochoir, comme je découpe tout à la main, et même quelquefois, en fait, il y a certains éléments qui sont amenés à se superposer un tout petit peu, parce que c'est pas une science exacte, et que c'est ça qui est beau aussi, je pense. C'est l'erreur qui est intéressante. Donc si ma couleur sombre vient se mélanger à la couleur plus claire, c'est moins grave que l'inverse. C'est pas très facile à manipuler une fois que... Hop. Si on le casse, c'est pas grave. Je sais pas si ça vous permet de mieux comprendre... Voilà le vert. Alors au départ, je faisais tout au pochoir, même les tout petits détails. Et en fait, c'était très long. C'était très long à faire et en plus, comme je découpe au cutter sur du plastique qui est quand même un peu rigide, ça donnait des choses assez rigides pour... graphiquement, c'était aussi un peu rigide. Donc petit à petit, en fait, je me suis mise à faire mes détails au crayon de couleur. Parce que je trouvais que ça apportait quelque chose en plus. Et en plus, c'était plus facile pour moi. Et c'était un petit peu plus souple, oui. Ça amène d'autres choses. Alors le livre, l'original, parce que là, le livre, il n'est pas encore... il n'existe pas. Hop. Si je dis pas... Voilà, là, par exemple, vous avez l'image terminée. Donc ça, c'est une image que j'ai faite pendant ma résidence, là, récemment. Qu'on y reviendra peut-être après. Ah, oui, voilà. Voilà, il ne faut pas hésiter à me dire, oui. Donc je ne sais pas si on enchaîne avec les autres. Peut-être qu'on va parler maintenant, je vais vous parler un tout petit peu du troisième travail. Alors pour moi, j'ai vraiment fait expérimenter l'édition par étapes. Donc avec la micro-édition, travailler avec des tout petits éditeurs en fait, avec qui on a construit des choses ensemble. Et en 2006, oui, j'ai pu enfin proposer mon premier projet de livre en tant qu'auteur aussi. Donc, où j'ai fait le texte et les images. Alors au départ, quand je rencontrais des éditeurs, je leur proposais des livres sans texte. Donc j'ai eu beaucoup de retours d'éditeurs qui me disaient que c'était très difficile à vendre et que donc c'était trop compliqué et que c'était pas facile. Ce que je comprends, voilà. Et puis peut-être que mes projets n'étaient pas assez aboutis non plus. Hein. Donc au bout d'un moment, je me suis dit que peut-être... il fallait que je revoie un petit peu ma position et que je me jette à l'eau pour écrire en complément, en fait. Pour moi, là, par exemple, pour ce projet-là, j'ai commencé à raconter mon histoire en images, comme si c'était un livre sans texte. Et quand j'avais besoin, je me suis mise à ajouter du texte. Donc j'ai proposé un projet qui a peut-être une forme un peu plus classique. Et j'ai eu la chance de rencontrer Sophie Giraud, qui est l'éditrice des éditions Hélium, qui fait un travail d'édition que j'apprécie beaucoup.
et qui a aussi un souci de l'objet livre. Donc il m'a proposé de faire ce livre avec elle. Et donc ça, c'est le premier sur lequel on a travaillé ensemble. Alors moi, quand je lui ai proposé le projet, il était déjà assez avancé. Mais par exemple, alors du coup, je ne sais pas ce que je dois raconter ou pas, s'il faut que j'aille vite. Alors l'histoire, oui. Bah, c'est l'histoire d'une petite fille qui passe tous les jours avec sa mère pour aller à l'école devant un champ qu'elle voit évoluer au fil du temps, mais elle ne sait pas vraiment ce qui se passe. Et en fait, il y a deux histoires intercalées. Entre les deux, on peut suivre le travail de la maraîchère qui travaille dans le champ et qui fait évoluer le paysage. Et à la fin, les deux se rencontrent quand la petite fille va au marché avec sa mère et qu'elle comprend ce travail-là et d'où viennent les fruits et les légumes qu'elle trouve dans son assiette, en fait. Et parce que au départ, en fait, je savais pas vraiment si je voulais faire. J'avais des idées d'images. J'avais fait l'image qui s'est retrouvée en couverture après. C'était la première image que j'ai faite. J'avais plusieurs envies en fait. C'est ça qui est difficile, c'est que faire un livre, c'est faire des choix. Et donc c'est renoncer à des choses forcément. Donc là, j'hésitais beaucoup entre essayer de proposer un petit documentaire. Ou une histoire, une narration. Et donc, j'ai pas vraiment tranché en fait. J'ai essayé de mélanger les deux, en intercalant en fait. Sur le livre, ça se matérialise par. Au départ, en fait, dans les premières pages, l'histoire, elle est contenue sur des doubles pages, des pleines doubles pages du champ qui évolue. Et entre les deux, en fait, on a les différentes actions de la maraîchère qui ressemblent un petit peu plus à... qui sont sur fond blanc, un peu épuré, où on voit bien ce qu'elle fait. Et ça ressemble un petit peu à des pages documentaires. Voilà. Et au fil des pages, en fait, la frontière s'efface et puis les deux images se mêlent. Donc au départ, là, mon projet, il était... j'utilisais 4 couleurs. Donc les couleurs qui sont là, j'avais du rouge, du vert, du beige et du marron foncé. Et donc ça, c'était aussi par contrainte, parce que comme il faut que je rajoute des pochoirs à chaque fois que j'ajoute une couleur, ça m'oblige à limiter mes couleurs. Et puis, moi, j'avais du mal, sinon, je trouve que ça aide aussi à avoir une cohérence entre les images. Et donc ça, c'est mon éditrice qui m'a dit que peut-être au bout d'un moment, on allait s'ennuyer un peu avec ces couleurs. Ça serait peut-être bien d'ajouter une couleur. Donc moi, j'ai choisi d'ajouter du jaune. Et en fait, j'ai choisi de l'ajouter au moment où les légumes commencent à pousser dans le champ. C'est au moment du printemps aussi, donc le jaune apparaît avec le soleil. Et c'est vrai que les couleurs du paysage changent à ce moment-là. Et ensuite, le jaune, je l'ai utilisé jusqu'à la fin du livre. Ensuite, ce qu'on a changé aussi ensemble, c'était la fin, parce que moi, je pense que j'avais vraiment lancé l'idée et le projet, mais la fin est très importante dans un livre. Et j'avais peut-être moins travaillé ce côté-là, donc on a réfléchi ensemble à ça. On a allongé la fin. À la fin, sur une des dernières images, j'ai repris l'image du champ et j'ai choisi de la retourner en fait, parce que sur toutes les images, alors je suis peut-être passée vite, mais sur toutes les images du champ, en fait, on suit la petite fille avec sa mère qui part de sa maison et puis qui va dans ce sens pour aller jusqu'à l'école. Donc c'est vraiment le chemin que fait notre œil dans le sens de lecture, de gauche à droite. Et du coup, sur la dernière image, c'est un petit peu le contraire. C'est la maraîchère qui repart avec son petit camion, qui part dans l'autre sens. Et donc, j'ai choisi d'inverser le point de vue pour garder en fait notre sens de lecture, pour qu'on puisse l'accompagner aussi. Et ça, les enfants le remarquent beaucoup. Les adultes, en général, moins. Mais les enfants sont très sensibles aux détails.
travailler ensemble. Non, pas d'éditeur, mais de graphiste un peu. Et... Ouais, c'était encore... Pardon. Et là, qu'est-ce que ça a changé d'être avec un éditeur, un vrai éditeur? Est-ce que ça t'a aidé? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Enfin, voilà. Bah, moi, c'est quelque chose que j'attendais en fait depuis longtemps. J'avais vraiment envie d'avoir ce point de vue-là, parce que l'éditeur, il ne sert pas à rien. L'éditeur, il a un rôle à part entière, et en fait, l'éditeur, il a une autre vision du livre. Quand on est auteur, on a souvent, alors je sais pas, je vais essayer de répondre. L'envie de raconter une histoire. Moi, j'ai ma propre sensibilité. En fait, il y a des livres que j'aime beaucoup, et je me suis rendu compte aussi que je voyais beaucoup les livres qui m'intéressent, et j'avais pas de vision globale en fait de l'édition jeunesse. Ça, c'est petit à petit que je l'ai eu. Moi, j'avais l'impression que l'édition jeunesse, en fait, ça se résumait aux livres que j'aimais et que je voyais, et en fait, pas du tout. Et puis la question du lectorat et du marché aussi, parce qu'un livre qui est édité, c'est un livre qui va être vendu en librairie, et donc il faut qu'il trouve son public aussi. Le livre, une fois qu'il est fait, c'est pas gagné, même si c'est un bon livre, en fait, il faut qu'il soit bien diffusé. Il y a tellement de livres en tout cas en jeunesse, mais je pense que c'est pareil. Il y a tellement de nouveautés qui sortent, en fait, il y a énormément de livres qui sortent, ce qui fait que pour qu'on entende parler du livre, il faut qu'il soit très bien accompagné par l'éditeur. Et moi, c'est ça qui me plaisait aussi de travailler avec Helium, c'est que ça reste une petite maison d'édition, même si ça fait partie du groupe Actes Sud et que c'est diffusé, ça bénéficie d'une grosse diffusion. C'est quand même le fonctionnement d'une petite maison d'édition qui publie, je crois, une 30aine de livres par an, donc c'est pas énorme. Et tous les livres sont accompagnés, tous les livres sont défendus. Donc ça, c'est bien parce que ça laisse une chance au livre. Quelquefois, on fait un livre, en fait, il n'a même pas de chance d'exister. Je ne sais pas si alors ça, c'est sur la distribution, mais sur le côté artistique, est-ce que tu penses que cet album, tu aurais pu le faire toute seule et l'amener à cette... Enfin, regardez-le, il est sublime. Enfin, moi, je le trouve parfait. Donc, est-ce que tu penses que tu aurais pu l'amener à cette qualité-là toute seule? Alors, celui-là, quand je l'ai amené, le projet était déjà avancé. Donc, je pense qu'il aurait ressemblé à ça, mais il n'aurait jamais été comme ça. Il n'aurait pas été poussé comme ça. Il aurait pu être aussi très beau avec une autre maison d'édition. Je pense du moment que l'éditeur fait bien son travail, je pense que... mais non, ça aurait jamais été le même livre si je l'avais sorti toute seule. Je pense qu'il aurait manqué. Il y a des choses qui auraient manqué, en fait. Et si je l'avais sorti avec une autre maison d'édition, il aurait été différent, forcément. Ça, par exemple, je vous montre, c'est la dernière page de garde. Ça aussi, c'était une suggestion de mon éditrice, en fait, de reprendre, comme il nous restait une double page. Alors moi, mon histoire, j'avais choisi de la commencer sur la première double page sur la première page de garde, dès le départ, dès qu'on ouvre le livre. Mais à la fin, je ne savais pas trop, il restait une double page. Et donc, elle m'a dit que ce serait peut-être intéressant, et je trouve qu'elle avait raison, de reprendre une planche avec des exemples de fruits et de légumes qui poussent à chaque saison. Et c'est vrai que ça permet d'entamer aussi un autre dialogue avec l'enfant après l'histoire. Et moi, ça, j'utilise, je fais quelquefois des ateliers ou des interventions en rapport avec mes livres, avec les enfants. Et c'est vrai que cette page, du coup, on l'utilise beaucoup pour discuter et pour faire d'autres choses. Donc oui, non, moi je suis très contente de travailler avec une éditrice qui a une autre connaissance en fait je sais pas, je pense qu'elle a une vision plus globale déjà des choses. Moi j'ai tendance j'ai un peu le nez dans, je pense que quand on est auteur, on a un peu plus le nez dans le guidon. Pas facile comme question. Je sais que ça m'apporte beaucoup. Tu as répondu. Voilà. Mais après, de le détailler... Moi, je voudrais aussi vous demander si vous êtes autorisé à parler de l'édition à la diffusion, parce que c'est un sujet relativement tabou, n'est-ce pas? Qui dit diffusion, quel que soit le domaine, dit vente, dit éventuellement bénéfice... quelques centimes qui reviennent aux auteurs, comme ils nous disent régulièrement. Et moi, je trouve qu'en tant que travailleuse du texte, de l'image, vous devriez nous informer, nous, public,
des conditions dans lesquelles travaillent les auteurs illustrateurs. C'est indispensable parce que je pense que ça va être une grosse découverte dans la limite, bien sûr, de votre autorisation. Et je voudrais juste rebondir aussi justement sur la notion d'auteur. Moi, je suis metteur en scène de théâtre et je monte des textes. Et je déclare les textes que je monte avec l'autorisation, bien sûr, de la maison d'édition, des auteurs et illustrateurs. Quand je joue un spectacle, on paye 130 € à la SACD, ou la structure qui nous accueille doit payer 130 € à la SACD. Et tous les auteurs avec qui j'ai des relations, des échanges, me disent qu'ils ne touchent que, dans le meilleur des cas, ils touchent même pas 10 €, quand ils touchent 10 €. Donc voilà, c'est un vaste thème que j'ouvre, mais au moins dire concrètement combien de thunes vous gagnez sur un bouquin vendu. Ça nous encouragera à en acheter plein. Alors je ne sais pas si ici il y a beaucoup de gens qui travaillent dans ce domaine-là, j'imagine. Donc ils sont peut-être déjà au courant, mais non, mais ça fait partie de l'économie du livre en fait, et on s'inscrit là-dedans, et ça fait partie des conditions de travail aussi. Donc un auteur, il est pas rémunéré sur son travail. Un illustrateur, c'est pareil. Il est rémunéré sur des droits d'auteur, donc sur un pourcentage des ventes de son livre. Alors quand on signe un contrat avec un éditeur, on a généralement une avance sur droit. Donc c'est ce qui fait la rémunération en fait, mais c'est une avance sur des droits d'auteur. Donc ça, en général, c'est la partie fixe qui ne bouge pas et qui peut être énormément variable selon les maisons d'édition. Mais en fait, même quand l'avance est correcte, ça ne couvre jamais le temps de travail. C'est pas un travail qui est rémunéré en temps de travail. Et c'est ça qui est très dur. Voilà. Après, je vais pas rentrer dans le détail non plus de la chaîne du livre. Et Adèle, elle pourrait nous dire si c'est la même chose en numérique ? Enfin, c'est le même pourcentage ? Parce qu'on pourrait se dire, il n'y a pas les frais de papier, et on gagne plus, on a un pourcentage plus important. Il n'y a pas les frais de papier, mais il y a les frais de développement. Et du coup, ça, c'est à peu près équivalent à la fabrication d'un beau livre, c'est-à-dire un livre d'art. Mais comme c'est vous qui avez, quand on vous entendait tout à l'heure, c'est vous qui avez conçu votre modèle économique, et du coup, vous avez quand même repris le modèle existant, vous n'avez pas essayé de... Enfin, c'est facile à dire, j'y ai pas réfléchi. Mais... surtout, on s'est pas tellement rémunéré dans cette affaire. On a engagé du temps. Et oui, si on a signé des contrats d'édition, mais qui étaient calqués sur le modèle standard, à savoir une avance effectivement des droits d'auteur, et puis à partir d'un certain pourcentage qui est fixé, qui est partagé bien souvent entre l'auteur et l'illustrateur, ou si on est auteur-illustrateur, le pourcentage alloué à la création, qui est pas forcément élevé, et qui est souvent moins élevé d'ailleurs en littérature jeunesse qu'en littérature générale. Et ça, malheureusement, on n'y a pas dérogé, nous, dans les contrats qu'on a fait à l'imprimerie, j'avoue. Mais la maison d'édition, on savait qu'on n'allait pas en vendre des milliards, des versions numériques. On espérait qu'en version papier, éventuellement, ce soit différent. Et alors là, du coup, je ne sais pas comment ça s'est passé pour les versions papier, puisque j'en fais plus partie. Donc, je ne suis pas dans ce secret-là. Je ne sais pas si ça a évolué. Mais non, on est resté sur le même... on n'a pas réinventé le livre jusque-là. Par contre, oui, ce sujet-là est essentiel, et faire vivre la création et les auteurs, c'est un vrai sujet. Et les éditeurs aussi, parce que c'est pareil, dans les éditeurs, il y a tout un panel de... du coup, pour rentrer dans le détail, sans rentrer dans le détail, mais pour avoir une idée, en fait, en jeunesse, je crois que c'est 6% la moyenne. 6% du prix de vente d'un livre. Donc un album, c'est généralement vendu autour de 12-14 €. Donc vous pouvez faire le calcul, je crois qu'on ne touche même pas 1 € par livre. Et 6%, c'est pour texte et image. Donc quand c'est un auteur-illustrateur, il touche la totalité. Et quand il y a un auteur et un illustrateur, c'est à partager entre l'auteur et l'illustrateur. Donc voilà, je vous laisse faire le calcul. C'est pas... Voilà. Et est-ce que les best-sellers, ça existe vraiment en jeunesse ? Ça existe. Si, il y en a.
Ouais. Encore une fois, c'est ma vision déformée. Non, mais je crois que la moyenne, enfin, pas la moyenne, le médian, c'est ça? C'est 800 € quand on n'est que auteur, hein, pour un album. Parce que ça ne se vend pas d'un nombre d'exemplaires. Voilà, quand on en vend 3000, c'est déjà bien. Donc, Bah, pour moi, là, je parle juste de mon expérience, mais pour moi, c'est ça qui est bien aussi de travailler avec une maison comme Helium, qui a les avantages d'une petite maison sur le suivi des livres et l'accompagnement, et qui a quand même... je parlais de la diffusion d'une grosse, mais c'est pas par hasard non plus, parce que la diffusion, elle me concerne aussi, en fait. Parce que plus le livre va être diffusé, plus il va être vendu, et plus il va avoir de la visibilité aussi, parce qu'il y a les ventes, et après, il y a la reconnaissance aussi. On parlait tout à l'heure des prix et des sélections ou des invitations en salon. C'est aussi une reconnaissance. Et ça veut dire que le livre, il existe vraiment sur le marché, et que... Enfin, je sais pas... Justement, là, tu parlais de prix, et je crois savoir que tu en as eu un pour cet album. Et est-ce que, voilà, c'est une reconnaissance, mais est-ce que c'est pas un encouragement? Parce que vous avez parlé de reconnaissance, mais est-ce que c'est pas avant tout un encouragement, comme quoi, voilà, vous êtes dans la bonne voie? Oui, la reconnaissance, moi je le vois un petit peu comme ça. Oui, effectivement, c'est pas la reconnaissance d'une chose faite, si, mais c'est aussi, oui, moi du coup j'ai eu un prix à la foire du livre de Bologne avec le potager d'Alena, justement celui-là qui était mon premier. Donc je sais pas, ça donne confiance, parce que quand le livre, on en a un petit peu discuté tout à l'heure et tu en as un peu parlé. Quand le livre sort, en fait, on l'a fait. Alors l'éditeur, là aussi, il est assez important. Enfin, pour moi, en tout cas, je pense que c'est important d'avoir confiance en son éditeur. Parce que moi, j'ai fait confiance pour certains choix, par exemple. J'ai fait aussi confiance à mon éditrice. Et une fois que le livre sort, en fait, il nous échappe complètement et on n'a pas forcément de retour, surtout immédiat, sur le livre. Donc, on ne sait pas du tout... moi, en tout cas, c'est mes premiers, donc j'avais vraiment pas conscience quand le premier est sorti, savoir si j'étais complètement à côté de la plaque, s'il allait passer complètement inaperçu, s'il allait être remarqué, s'il allait être remarqué par des gens qui ont les mêmes goûts que moi, par d'autres gens, par les enfants. C'est tout un tas de questions, et les prix servent aussi, en fait, je pense, j'ai l'impression, à valoriser des livres qui ne sont pas forcément des best-sellers, des livres qui se vendent beaucoup, mais ça sert à mettre en lumière des livres qui se vendent peut-être moins, mais qui sont de qualité. Enfin, j'espère, je pense. Je ne sais pas si la question de la vente est prise en compte à partir du moment où on un livre. Je ne suis pas sûre. Je crois que c'est sa qualité. C'est sa qualité qui prime, mais si on regarde... moi, j'ai l'impression de croiser dans les salons pas mal d'auteurs qui ont été primés, de livres qui ont été vraiment reconnus. C'est vraiment pas forcément les auteurs qui signent le plus, qui vendent le plus. Alors, si je peux me permettre, donc c'est le prix Chrétien de Troyes. Nous, vraiment, jamais, à aucun moment, ça ne rentre en ligne de compte. On ne se dit pas, est-ce que ça va être vendu ou pas vendu? On s'est retrouvé des fois avec des Rebecca d'Outremer face à, j'ai pas d'idée de Deux Dieux, mais avec des Gilles Baume et Deux Dieux qui sont des livres très compliqués d'accès. Mais à aucun moment ça n'a été non, on va plutôt le donner à Gilles Baume que à Rebecca d'Outremer, elle est assez connue. Non, ça intervient. Chez nous, ça n'intervient jamais. Non, je pense que je me suis mal exprimée. Alors, c'est pas ce que je voulais dire, c'est que c'est qu'au contraire, c'était pas un frein. Ça récompense pas un livre qui a beaucoup de public. C'est voilà. Vraiment la qualité du livre. Après, il peut se vendre beaucoup ou pas, mais c'est pas un critère. Non, c'est pas un critère de se dire tiens, il aura besoin. Voilà, on se dit jamais tiens, celui-là, il aurait besoin d'un coup de main, ça vaut le coup de le mettre en prix. Non, c'est vraiment la qualité intrinsèque, les émotions, les questions que ça nous pose. C'est pas que l'esthétisme, c'est aussi plein de choses. Le rapport image-texte. Il y a plein d'autres trucs, mais pas du tout si ça se vend ou pas. Je sais pas si on a encore du temps ou pas. Oui, apparemment. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas. Parce que, sinon... Alors oui, je vais peut-être passer directement à la résidence. Donc moi, là, actuellement, je termine, malheureusement,
parce que c'est passé trop vite, 2 mois de résidence à Troyes. Donc, je suis accueillie en résidence par l'association Lecture et Loisirs qui organise le Salon du Livre de Troyes. Et donc, pour cette résidence, en fait, c'est une résidence de création. Donc, j'ai postulé avec un projet de livre et l'idée, c'est de pouvoir dégager du temps, d'aller habiter, en fait, pendant 2 mois, de sortir de son quotidien, de sortir de son contexte habituel, d'aller habiter quelque part pendant 2 mois, de rencontrer d'autres gens, de rencontrer pas mal de gens, pour travailler sur un projet de livre. Donc là, pour vous donner envie, j'ai amené quelques photos du lieu où je suis accueillie. Donc c'est un espace qui s'appelle Jinko. Et moi, j'ai un appartement ici au premier étage. Au rez-de-chaussée, il y a un centre d'art contemporain. Et c'est un endroit aussi où... ça ne marche pas. C'est un endroit où on a aussi des ateliers d'artistes. Donc, moi, c'est ma première résidence, donc c'est ma première expérience de ce type. Mais je trouve que c'est vraiment des conditions idéales parce que quand on arrive dans une ville qu'on ne connaît pas, où on ne connaît personne, c'est vraiment super de se sentir entouré, de savoir qu'on a la possibilité en fait d'aller voir des gens, de rencontrer d'autres gens qui sont un petit peu dans le même domaine. Alors là, c'est pas du livre, c'est vraiment, c'est plus art contemporain. Justement, c'est pas tout à fait le même domaine, c'est ça qui est intéressant aussi. Donc voilà, dans un superbe cadre. Voilà, ça c'est ma pièce de travail, par exemple. Donc là aussi, moi alors à Toulouse, je travaille dans un atelier avec d'autres auteurs et illustrateurs. On est 8. Et on travaille dans un atelier qui ressemble un peu à une petite maison où on a 4 pièces et on est 2 par pièce. Mais moi, on est 2 dans une pièce qui doit faire 9 ou 10 mètres carrés. Et là, tout d'un coup, j'ai une immense pièce pour moi toute seule, avec rien, enfin avec pas grand-chose. Et c'est assez intéressant en fait, parce que quand on est... moi, du coup, dans mon atelier, j'ai tendance même si j'essaie de ranger, j'ai tendance quand même à accumuler au fil du temps. Ça commence à faire un petit moment que je suis dans le même atelier. On accumule et tout ça. Enfin, moi, je sais que ça me pèse un peu d'avoir plein de choses autour de moi. Et là, je trouve que c'est vraiment une belle expérience d'arriver dans un endroit qui est plus vide, plus vierge, plus épuré. Et ça donne envie justement de le remplir, de faire des choses. Donc moi, j'ai postulé avec un projet qui, au départ, était un projet d'imagier. Alors, c'est un projet qui a énormément changé depuis que je l'ai présenté pour l'appel à résidence. Donc, au départ, l'idée, c'était de proposer un imagier en 4 parties. Avec une partie qui présente des personnes, des gens, une partie qui présente des actions, une partie qui présente des objets et une autre qui présente des lieux, qui pouvaient se feuilleter comme un imagier et qui pouvaient aussi fonctionner comme un jeu en fait d'association, comme un cadavre exquis. On pouvait choisir, enfin je me disais que le lecteur pouvait choisir d'associer une personne avec une action, un objet et un lieu pour former une phrase. Et l'idée, c'était de proposer au lecteur en fait, d'apprendre à former des phrases structurées. Donc l'idée, moi je trouve que l'idée, quand je la présente comme ça, je la trouve toujours séduisante. Mais quand j'ai commencé à réfléchir, voilà, ça c'est mes carnets de recherche. J'avais commencé à faire des petits dessins pour voir si ça marchait, avec quelques exemples pour voir si ça pouvait marcher. J'avais listé des lieux aussi. Et puis, j'ai travaillé... j'en ai parlé à mon éditrice, parce que j'ai aussi la chance d'avoir une éditrice... après, ça, c'est personnel, mais moi, je suis contente d'avoir une éditrice qui me suit et qui m'accompagne. Après, ça ne veut pas dire que je vais faire tous mes livres avec elle non plus. Mais on se parle des projets. Et par exemple, mon 2e livre... il est vraiment né d'une discussion. Moi, j'ai amené une idée, elle a rebondi sur cette idée, et en fait, on l'a construit sur un dialogue
Donc là, je lui ai parlé de ce projet, elle m'a dit oui, mais enfin, elle trouvait que ça ressemblait, que finalement, il n'y avait pas forcément d'intérêt à ce que ce soit un livre, que ça pouvait plus peut-être fonctionner en tant que jeu, par exemple avec des cartes, parce que le fait que ce soit un livre, en fait, ça induit... il faut pouvoir comprendre, en fait, déjà qu'on peut choisir... qu'on peut choisir une image de chaque ou un mot de chaque pour les associer. Et puis après, il y a la difficulté aussi de pouvoir les regarder côte à côte. Alors moi, j'avais pensé à mettre des signets, des marque-pages, mais c'est sûr que c'est pas... Je pense que ça a ses limites. Et donc, en discutant, après, on a transformé ça. On s'est dit que ça pouvait être intéressant que moi, je prélève, en fait, que je choisisse moi-même 4 personnages, 4 actions. Vous me dites si je vous perds. 4 objets et 4 lieux. Que moi, je fasse ces combinaisons, pas forcément toutes, mais... et qu'il y ait une histoire qui se crée comme ça. Alors, on s'était dit que ça pouvait être des personnages qui construisent une cabane. Sauf que j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir et que c'était très, très répétitif. Enfin, je passe un peu les détails, mais... C'était très répétitif. Et donc, petit à petit, en fait, le projet, en gros, pour résumer, il avance vers une narration. Alors, c'est toujours... là, je reviens un peu... Le deuxième livre, c'était pas comme ça. Mais je reviens un peu vers l'idée de mélanger la narration et le documentaire. Parce que finalement, l'idée de l'imagier, c'était aussi d'amener une dimension documentaire à l'histoire. Et là, ça se fera peut-être pas sous forme d'imagier, ça sera peut-être plus des planches... comme des planches de dictionnaire ou des planches d'encyclopédie. Mais j'ai envie qu'il y ait un aller-retour entre le documentaire. Un petit peu. En fait, ça me refait penser au livre Augmenté, parce que c'est aussi l'idée de l'hyperlien, en fait. C'est à un moment prendre des choses de l'histoire et aller les préciser pour initier un petit peu quelque chose que moi j'ai du mal à faire. Mais beaucoup de gens font ça maintenant avec les smartphones et tout ça. C'est que dès qu'on a un doute ou dès qu'on tombe sur un mot qu'on ne connaît pas, par exemple quand on lit, on va chercher le sens. On va chercher... Alors moi je sais que j'ai beaucoup de mal Il y a des gens qui le font trop, je pense, et qui se perdent un peu. Moi j'ai le problème inverse, c'est que je suis un peu flemmarde, je crois, et j'ai du mal à aller chercher. Donc là j'aimerais bien essayer d'initier ces petits réflexes en fait dans le livre. Donc je ne sais pas si j'y arriverai ou pas. Mais... Donc voilà, ça c'est des premiers essais aussi. Parce que je teste d'autres choses avec les pochoirs, parce que pour l'instant mes images elles sont très construites et j'aimerais bien arriver à trouver quelque chose d'un peu plus spontané. Donc voilà, je vous livre. Et ça c'est quelques images que j'ai réalisées pendant la résidence, pour chercher un peu une ambiance. Alors malheureusement, je travaille surtout sur la structure, enfin malheureusement, c'est intéressant aussi, sur la structure du livre pour l'instant, donc j'ai fait peu d'images, donc c'est un peu frustrant parce que j'ai moins de choses à montrer concrètes. C'est pour ça que je vous ai quand même amené les images. Voilà, ça c'est mon carnet avec les images. Là par exemple, cette image-là, je sais pas, je vais le montrer tout à l'heure. Donc sur l'original, j'avais fait des sortes de taches jaunes pour matérialiser le sol. Et puis en fait, j'étais pas très contente. Donc là, j'ai retouché un petit peu l'ordinateur pour tester autre chose. Après, je pense que si je devais... Bon, ça sera jamais, cette image, elle sera jamais dans le livre. Ça va continuer. Mais si je devais refaire cette image pour le livre, je pense que je la referais en fait, au pochoir, entièrement à la main. Mais l'ordinateur aussi me permet déjà de pouvoir tester des choses entre deux images faites à la main. Donc là c'est pareil, le sol il est gris. Au départ je crois que j'avais mis les mêmes taches jaunes. Donc voilà où j'en suis, ça c'est mes carnets. J'ai un peu de mal à parler du projet parce que c'est un projet qui est très long et donc en 2 mois, là je suis vraiment dans une phase qui est assez hasardeuse, pleine de doutes. Mais je pense que c'est ça aussi qui va me faire avancer et qui va amener des choses moins évidentes en fait. Prendre ce temps-là pour réfléchir à des choses qui ne sont pas forcément visibles. Enfin,
c'est du travail qui n'est pas forcément concret, qui n'est pas forcément visible. Et ça, c'est ce que me permet aussi la résidence, en fait. De prendre ce temps-là pour réfléchir. Et je pense que c'est des choses qui vont ressurgir aussi dans ce livre, mais peut-être dans mes prochains livres. Parce que moi, c'est mon 3e livre en tant qu'auteur aussi. Et moi, j'ai besoin aussi de comprendre comment je fonctionne. Parce que le premier, il s'est passé d'une certaine manière, le deuxième d'une autre manière. Et moi, je ne sais pas encore vraiment qui je suis. Je sens que je suis vraiment en train de me construire. Et cette étape-là, elle me paraît importante. En fait, j'ai pas envie d'avoir la sensation de brûler les étapes juste parce qu'il faut sortir un livre de plus, parce qu'il faut sortir un livre vite, pour pas être oublié, ou je sais pas. Par rapport au projet d'origine, toi qui adores le livre papier, l'objet, mais est-ce que ton concept en te disant, bah oui, finalement, en papier, ça fonctionne pas sur un livre, est-ce que ça pourrait t'amener vers le livre numérique, par exemple ? C'est une bonne question, ça. Je m'étais pas posé la question. Moi, je crois que je suis vraiment très, très attachée au papier. Et moi, quand je fais des livres, en fait, j'ai besoin de me projeter. C'est ça qui est un peu plus difficile avec ma maison d'édition. Alors, j'aime beaucoup le travail avec cette maison d'édition parce qu'il y a un vrai travail avec un graphiste et il y a un vrai travail sur la fabrication des livres. Et ça, j'apprécie vraiment. Mais petit à petit, j'essaye de me rapprocher de la personne. Moi, par exemple, là, j'ai pas eu contact pour les 2 premiers directement avec la personne de la fabrication, la responsable de fabrication. Et ça, j'aimerais beaucoup parce que je trouve que quand on sait vraiment comment ça se passe, ça déclenche d'autres idées. Et moi, j'ai besoin d'imaginer à quoi le livre va ressembler pour être motivée même pour raconter mon histoire, en fait. Et moi, j'avoue que j'ai encore un peu de mal, personnellement, avec le livre numérique, mais je pense que j'ai le même problème, c'est même pas une question de livre numérique ou de livre augmenté, c'est que j'ai un problème avec les écrans, je pense. Je me sens... pour moi, il y a une barrière entre ce que je fais, entre ce que je vois, et... Je ne sais pas si c'est clair et si j'arrive à l'expliquer. Et pourtant, par ailleurs, je trouvais ta présentation très intéressante et je trouve que c'est intéressant parce qu'on se pose à peu près les mêmes questions et c'est une réponse qui est différente, qui est tout aussi intéressante et qui est différente. Mais moi, pour l'instant, je ne sais pas si je me sentirais de travailler pour un livre numérique parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui m'échappe. Je crois que ton processus créatif, il est différent. Je veux dire, il t'est propre, et il est papier, il est physique, il est palpable et tu as besoin de ça pour construire. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas transposable en numérique. Moi aussi, dans les concepts que tu expliquais dans tes carnets et où tu dis, bon, bah voilà, en fait, ça ne marche pas parce qu'on ne peut pas les mettre en face à face. Voilà, clairement, le numérique le peut. Mais du coup, c'est des réponses, mais je crois que ça ne fait pas partie... Justement, tu parles de cette recherche et de ce temps dont tu as besoin. Et en tout cas, moi, ce que je comprends de ce que tu nous dis, c'est mon interprétation, mais ton processus créatif, tu es en train de le confirmer et il passe surtout pas par l'écran. Tu as besoin de sentir et je crois que c'est ta démarche et c'est ce qui fait aussi ton identité. Et ça, pour le coup, visuellement, c'est très parlant, quoi. C'est un cheminement. C'est comme ça que je le vois et peut-être que ça se transformera en livre numérique, mais je crois que là, ce qui est au cœur de ton travail, c'est tout autre chose et je crois qu'il ne faut surtout pas y toucher. Là, oui. Mais en fait, je viens de comprendre quelque chose. C'est que oui, je pense que je me sens pas vraiment prête à faire ça ou pas. J'ai pas forcément envie de faire ça parce que pour moi, justement, la contrainte de l'objet papier, qui est forte finalement, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut pas faire. Pour moi, c'est vraiment un moteur en fait. Et pour le coup, tout ce qui est possible en numérique, pour moi, ça ouvre trop de possibilités. Alors, faut pas se fier à ça. Il y a aussi beaucoup de contraintes en numérique. Mais je les connais pas. Donc, non, mais c'est drôle parce que dans ton papier découpé et la façon dont tu penses aux calques, etc., finalement, les calques en numérique aussi, les superpositions, les choses comme ça, les apparitions, les disparitions, combien est-ce qu'il va falloir de surface d'éléments pour pouvoir que ça, j'en sais rien, par exemple le tube de dentifrice, à un moment dans Ici la nuit qui apparaît, on en voit un bout, mais il va falloir développer l'image entière en suffisamment bonne qualité, donc il va falloir penser au format, il va falloir penser... Tout ça, en fait, c'est une réflexion qui est relativement
similaires, en fait, dans l'anticipation, dans l'essai, dans la façon dont... ça ne veut pas dire que c'est toujours transposable, mais il y a peut-être plus de similitudes que tu ne le crois. Mais sûrement, oui. C'est juste que moi, je ne le connais pas du tout, parce que je m'y intéresse pas assez, parce qu'on ne peut pas s'intéresser à tout à fond aussi, mais peut-être que ça viendra. Je vais pas du tout c'est fermer. pas du tout un parcours obligé. Ouais. Non, mais je pense que c'est intéressant, parce qu'effectivement, c'est les mêmes choses. En fait, il faut connaître les contraintes pour se les approprier, pour essayer de les utiliser intelligemment. Et c'est là où ça se rejoint. C'est ce que tu fais. Peut-être, j'essaie avec le papier, et pour le numérique, pour moi, pour le coup, ça serait très compliqué parce que je connais pas assez pour l'instant. Au niveau de votre identité, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du lien que vous avez avec l'illustration, je dirais, Chine, Corée, Japon, qui pour moi est évidente? C'est drôle parce qu'en fait, le potager d'Aina, par exemple, il a été traduit en coréen. Et il y a des illustrations qui ont été sélectionnées aussi à la foire du livre de Shanghai. Donc oui, j'ai l'impression qu'il y a un lien un petit peu plus. Après, moi, je connais pas forcément énormément de choses. Je sais pas si j'ai beaucoup d'influence. Il y a une artiste que j'aime beaucoup, contemporaine pour le coup, qui vit en France, mais qui est d'origine japonaise, je crois, qui s'appelle Junko Nakamura, qui fait des livres aux éditions Mémo. Donc ça, oui. Après... je sais pas si je saurais. C'est pas l'histoire de faire quelque chose de japonais mais Ouais. il y a une ambiance, une technique avec légèrement un effet un peu rétro, et puis surtout de la technique très sobre, de cette sobriété typique, je dirais un peu zen, bon, pour prendre le côté japonais, mais je retrouve aussi du côté un petit peu du réalisme chinois, donc à l'époque, je dirais maoïste, on retrouve des choses, et en Corée aussi, vous avez la même chose, je trouve. On mettrait un idéogramme dans votre texte, ça ne jurerait vraiment pas. Il n'y a pas de... Voilà, c'est magique, quoi. Donc c'est bien plus votre approche, je pense, que par rapport à la technique et par rapport à votre identité, qui existe vraiment, fait que ça fonctionne pas qu'en France, je dirais, pas qu'en Europe. Voilà, c'est bien au-delà. Peut-être aussi, oui, que ça joue. Après, là, si c'était... Ouais. C'est vrai que j'essaie de raconter aussi un maximum de choses dans les images. Et oui, j'essaie... Oui, c'est vrai que ma manière de travailler, peut-être, elle fait que on peut lire une histoire. Après, c'est pas forcément tout à fait la même parce qu'il manque des choses. Mais peut-être qu'on peut lire l'histoire juste avec les images... Mais j'irai regarder parce que je connais pas très bien, justement, ça m'intéresse. On peut peut-être s'arrêter là. Merci beaucoup. Donc Sophie et Adèle sont